La Numidie, intégrée à l'Empire romain après la chute de Jugurtha, entre dans une nouvelle ère marquée par l'influence croissante de Rome. Cependant, avant de poursuivre le récit de la romanisation de la Numidie et de l'Afrique du Nord, il est indispensable de faire un détour par Rome elle-même. Car la fin du IIe siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ sont une période de bouleversement majeur pour la République romaine, marquée par des guerres civiles sanglantes qui vont déchirer le tissu social, affaiblir les institutions et ouvrir la voie à l'avènement de l'Empire. Ces conflits internes, loin de se limiter aux frontières de l'Italie, auront des répercussions profondes sur l'ensemble du monde romain, y compris l'Afrique du Nord. Il serait donc difficile de comprendre les événements qui vont suivre en Numidie et dans le reste de l'Afrique romaine, sans se pencher sur cette période cruciale de l'histoire romaine, où la République, à bout de souffle, va céder la place à un nouveau régime politique, l'Empire. La République romaine, forte de ses conquêtes et de sa puissance militaire, semble au sommet de sa gloire au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, sous cette façade de puissance, se cachent des failles profondes, des tensions croissantes et des ambitions dévorantes qui vont la conduire vers l'abîme. La guerre civile surgit avec une violence inattendue, opposant généraux rivaux, factions politiques et armées entières dans une lutte sans merci pour le contrôle de Rome. Ce conflit fratricide, qui va durer près d'un siècle et bouleverser l'équilibre du monde méditerranéen, marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. La République, affaiblie par les divisions internes, cède la place à l'Empire, un régime plus autoritaire mais plus stable, incarné par Auguste. L'expansion fulgurante de Rome, qui a soumis l'Italie puis conquis de vastes territoires autour de la Méditerranée, a profondément transformé la société romaine. L'afflux de richesses et d'esclaves en provenance des provinces conquises enrichit une élite aristocratique déjà puissante, tandis que les petits propriétaires terriens, ruinés par la concurrence des grands domaines exploités par une main-d'œuvre servile, s'appauvrissent et grossissent les rangs des prolétaires urbains, pauvres et dépendants des largesses de l'État. Ces inégalités économiques croissantes génèrent des tensions sociales explosives. Les prolétaires urbains, mécontents de leur sort et envie des privilèges de l'aristocratie, constituent un terreau fertile pour les démagogues et les généraux populistes qui leur promettent des réformes sociales et une meilleure redistribution des richesses. Parallèlement à ces tensions sociales, la vie politique romaine est marquée par des rivalités croissantes entre deux grandes factions, les optimates et les populares. Les optimates, composés des familles les plus riches et les plus influentes de l'aristocratie romaine, défendent les intérêts du Sénat, gardien des traditions et des privilèges de la classe dirigeante. Les populares, plus hétéroclites, s'appuient sur le peuple et proposent des réformes sociales pour améliorer le sort des classes pauvres. Ils s'opposent au pouvoir de l'aristocratie et dénoncent la corruption qui gangrène les institutions romaines. Les guerres de conquête, qui ont fait la gloire de Rome, ont également contribué à la montée en puissance des généraux romains. Ces derniers, à la tête de légions fidèles et aguerries, disposent d'une influence politique considérable et n'hésitent pas à utiliser leur prestige militaire pour faire pression sur le Sénat et promouvoir leurs propres ambitions. Dans ce contexte de tensions croissantes, les institutions républicaines, conçues pour un État-cité de taille modeste, se révèle inadapté à la gestion d'un vaste empire. Le Sénat, dominé par l'aristocratie et souvent paralysé par les rivalités internes, est incapable de répondre aux défis économiques et sociaux de l'époque. Les assemblées populaires, manipulées par les démagogues, sont de plus en plus violentes et instables. Deux figures emblématiques vont incarner ces tensions et précipiter la République romaine dans la guerre civile: Caius Marius et Lucius Cornelius Sulla. Marius, issu d'une famille modeste, s'est distingué par ses talents militaires et sa popularité auprès des soldats et des classes pauvres. Considéré comme un homme nouveau, il a gravi les échelons de la hiérarchie romaine grâce à ses mérites, devenant consul à cette reprise et remportant de brillantes victoires contre les ennemis de Rome,
notamment Jugurtha et les Germains. Sulla, issu d'une famille aristocratique déchue, s'est également distingué par ses talents militaires et son ambition politique. Il a servi sous les ordres de Marius lors de la guerre de Jugurtha, mais leurs relations se sont progressivement détériorées, marquées par la rivalité et la méfiance. Les deux hommes incarnent deux visions opposées de la République. Marius, populaire et réformateur, souhaite accroître le pouvoir des assemblées populaires et redistribuer les richesses au profit des classes pauvres. Sulla, conservateur et autoritaire, défend les prérogatives du Sénat et l'ordre établi. Le conflit éclate en 88 avant Jésus-Christ, lorsque le Sénat, influencé par Sulla, lui confie le commandement de la guerre contre Mithridate VI, roi du Pont qui menace les possessions romaines en Asie mineure. Marius, furieux de se voir écarté de ce commandement prestigieux, mobilise ses partisans et marche sur Rome à la tête de ses légions. C'est la première fois dans l'histoire de Rome qu'une armée romaine entre dans la ville éternelle. Sulla, après avoir rétabli l'ordre en Asie mineure, revient à Rome en 82 avant Jésus-Christ et écrase les partisans de Marius. Il se proclame dictateur, un titre exceptionnel qui lui confère les pleins pouvoirs, et instaure un régime autoritaire, marqué par des processions sanglantes contre ses opposants et des réformes constitutionnelles destinées à renforcer le pouvoir du Sénat. Marius, contraint à l'exil, meurt en 86 avant Jésus-Christ, mais son héritage politique et son image de général populaire vont continuer d'inspirer ses partisans et de nourrir les tensions à Rome. Après la mort de Sulla en 78 avant Jésus-Christ, la République romaine connaît une période de répit relatif, mais les tensions et les rivalités entre les grandes familles aristocratiques et les généraux ambitieux persistent. De nouvelles figures émergent sur la scène politique, notamment Jules César et Pompée le Grand. César, général brillant et charismatique, s'impose comme l'homme fort de Rome après ses victoires éclatantes en Gaule, 58 à 50 avant Jésus-Christ. Sa popularité auprès du peuple, son talent militaire et ses ambitions politiques inquiètent le Sénat, qui voit en lui une menace pour la République. Pompée, général prestigieux et ancien allié de César, se rallie au Sénat et prend la tête de l'opposition à César. La tension entre César et Pompée atteint son paroxysme en 49 avant Jésus-Christ. Le Sénat, dominé par les partisans de Pompée, ordonne à César de licencier ses légions et de rentrer à Rome en tant que simple citoyen. César, conscient que cette décision signifie sa perte et la fin de ses ambitions, refuse d'obtempérer. Le 10 janvier 49 avant Jésus-Christ, il franchit le Rubicon, une petite rivière marquant la frontière entre la Gaule cisalpine et l'Italie, déclenchant ainsi la guerre civile. Ce geste symbolique, qui signifie le passage à l'acte et la rupture avec la légalité républicaine, est resté célèbre dans l'histoire. César marche sur Rome à la tête de ses légions et contraint Pompée à s'enfuir en Grèce. La guerre civile se poursuit pendant 4 ans, avec des batailles décisives en Grèce, en Égypte et en Afrique du Nord. César remporte la victoire finale à la bataille de Minda, en Espagne, en 45 avant Jésus-Christ. Pompée, abandonné par ses alliés, est assassiné en Égypte en 48 avant Jésus-Christ. Devenu maître incontesté de Rome, César est assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ par un groupe de sénateurs qui le considèrent comme un tyran et craignent qu'il ne mette fin à la République. L'assassinat de César plonge Rome dans une nouvelle période de chaos et de guerre civile. Octave, le petit-neveu et héritier adoptif de César, s'allie à Marc-Antoine, l'un des lieutenants de César, et à Lépide pour former le Second Triumvirat, une alliance politique destinée à venger la mort de César et à rétablir l'ordre à Rome. Le Second Triumvirat écrase les assassins de César à la bataille de Philippe, en Macédoine, en 42 avant Jésus-Christ. Brutus et Cassius,
les principaux chefs de la conjuration se suicident. Après une période de cohabitation fragile, Octave et Marc-Antoine entrent en conflit à leur tour. Marc-Antoine, allié à la reine d'Égypte Cléopâtre VII, est défait par Octave à la bataille d'Actium, en Grèce, en 31 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident l'année suivante. Octave, devenu maître incontesté de Rome, met fin aux guerres civiles et instaure un nouveau régime politique, le Principat. En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat lui décerne le titre d'Auguste, qui signifie vénérable ou sacré. Auguste, tout en conservant les apparences de la République, concentre tous les pouvoirs entre ses mains, devenant ainsi le premier empereur romain. L'Empire romain est né. Les guerres civiles romaines, épisodes sanglants et tumultueux de l'histoire romaine, ont profondément marqué la transition de la République à l'Empire. Elles ont révélé les faiblesses des institutions républicaines, inadaptées à la gestion d'un vaste empire, et ont montré la puissance destructrice des ambitions personnelles et des rivalités politiques. L'avènement de l'Empire, avec Auguste à sa tête, a apporté une période de paix et de stabilité relative au monde romain, mais il a également marqué la fin de la liberté politique et l'instauration d'un régime autoritaire. L'héritage des guerres civiles romaines est ainsi complexe et ambigu, marquant à la fois la fin d'une ère et le début d'une autre, avec ses promesses et ses dangers. C'est dans ce contexte de guerre civile et de bouleversement politique que Juba Ier, roi de la nouvelle Numidie orientale, va devoir naviguer et faire ses choix. Son destin, tragique et mouvementé, illustre la fragilité des royaumes clients de Rome, soumis aux caprices de la politique romaine et aux ambitions dévorantes des généraux rivaux qui se disputent le pouvoir.